Nicolas Danzinger est neurologue. Il est maître de conférences. Il est aussi un chercheur. Il s'est interrogé sur la façon de percevoir la douleur de l'autre. Il a donc travaillé sur l'empathie, qui est devenue une autre spécialité pour lui. Et ceci d'autant plus qu'il a beaucoup travaillé sur les personnes insensibles de façon congénitale à la douleur. Nous allons l'écouter sur empathie et douleur, en sachant que l'empathie, c'est quelque chose qui est donc à définir, et il va mieux le faire que personne. C'est au cœur de la relation soignant-soigné. C'est au cœur de notre travail de tous les jours quand nous cherchons à évaluer la douleur, à lui donner un chiffre, à la coter, à la tracer. Nous l'écoutons. Empathie et douleur, Nicolas Danzinger. Bonjour. Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs. C'est un plaisir de venir parler de ce sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années et qui finalement est né de la conjonction de deux choses. D'une part, le travail clinique avec les patients douloureux chroniques, qui est un travail qui n'est pas de tout repos et qui génère beaucoup de questions et beaucoup de tensions finalement. Et d'autre part, l'émergence dans les neurosciences sociales depuis quelques années d'une réflexion très intéressante sur la perception des émotions d'autrui. Et ce que je vais essayer de vous présenter, c'est finalement comment l'interaction entre deux champs qui sont a priori pas faits pour se rencontrer, c'est-à-dire la pratique clinique de base, on pourrait dire, et la recherche fondamentale, permet de penser notre façon d'être avec les patients et du coup de progresser aussi dans notre façon de prendre en charge la douleur d'autrui. Donc le contexte général dans lequel ce dont je vais vous parler plus précisément s'installe, c'est la question de la sous-estimation de la douleur des patients par les soignants, qui est une donnée très bien établie maintenant depuis, on pourrait dire, une trentaine d'années, grâce à un certain nombre d'études à la fois cliniques et expérimentales, qui ont pu montrer que, d'une manière générale, en moyenne, les soignants sous-estiment systématiquement, je dis bien en moyenne, la douleur des patients, et c'est un phénomène très généralisé. C'est un phénomène très généralisé, premièrement parce que ça a pu être observé quel que soit le soignant. Ça a été observé avec des médecins, la majorité des études sont faites avec des médecins, qui sont, on pourrait dire, les champions de la sous-estimation de la douleur d'autrui, plus que les infirmières, mais qui, elles aussi, ont tendance à sous-estimer la douleur des patients, de même que les kinésithérapeutes et même les sages-femmes, qui pourtant savent qu'elles sont confrontées à des intensités douloureuses fortes lors du travail. Deuxième chose qui atteste le caractère généralisé de cette sous-estimation de la douleur d'autrui, c'est qu'elle a été observée dans les études cliniques, quel que soit le contexte. D'abord aux urgences, historiquement, ce sont des infirmières canadiennes qui ont fait une étude sur la prise en charge de la douleur aux urgences et sur les différences d'estimation de la douleur entre le patient lui-même et les infirmières qui le prenaient en charge. Et puis, on a trouvé une sous-estimation importante qu'on a pu attribuer au départ éventuellement au fait que dans le contexte de l'urgence, il y a des préoccupations sur le diagnostic, éventuellement sur le caractère vital de l'urgence, qui peuvent éventuellement éloigner le soignant de la question de la douleur, proprement dite. Mais cette explication a été vite finalement contredite par le fait que même dans le calme feutré du cabinet généraliste, du médecin généraliste ou du médecin spécialiste, on retrouve également ce phénomène de sous-estimation de la douleur des patients. Troisième élément, cette sous-estimation existe quel que soit le type de douleur, en cas de douleur aiguë comme en cas de douleur chronique, avec généralement des écarts encore plus prononcés chez les patients douloureux chroniques entre leur propre évaluation et l'évaluation faite par les soignants, et puis dans des contextes aussi variés que la douleur post-opératoire, la douleur de l'accouchement, la douleur liée à une fracture osseuse, la douleur des grands brûlés et la douleur cancéreuse. Malheureusement, le cancer étant une situation où la prise en compte, je ne parle même pas de la prise en charge, la prise en compte de la douleur reste extrêmement problématique et tout à fait insuffisante. Enfin, la sous-estimation de la douleur d'autrui peut se voir dans toutes les catégories d'âge. Vous êtes tous bien placés pour savoir que les enfants ont payé un très très lourd tribut au déni
de la douleur d'autrui, tout particulièrement chez le nouveau-né. Et on voit encore énormément de situations, malheureusement, dans lesquelles les enfants se plaignant de douleur sont considérés comme exprimant des caprices, où il y a malheureusement une capacité de déni absolument phénoménale. Et quand on regarde l'histoire de la prise en charge de la douleur chez l'enfant, et à quel point la prise en compte de la douleur chez les nouveau-nés est arrivée tardivement dans l'histoire de la médecine, c'est incroyable en fait qu'il faille attendre la fin des années 1980 pour que la douleur du nouveau-né soit véritablement reconnue. On a là une sorte de paradigme finalement de la puissance de la capacité de déni vis-à-vis de la douleur d'autrui, qui a été particulièrement marquée avec les nouveau-nés parce qu'évidemment ils ne sont pas capables de s'exprimer, mais qui continue de s'opérer de façon moins spectaculaire, mais tout aussi délétère dans le quotidien des consultations médicales et également chez les personnes âgées et qui ont des troubles cognitifs, qui se retrouvent finalement dans une situation assez proche de celle des nouveau-nés par leur difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Alors une fois qu'on a fait ce constat de la tendance à la sous-estimation de la douleur d'autrui, il faut avancer. Et on peut dire que dans les 20 dernières années, il y a un certain nombre d'études qui ont permis véritablement d'avancer sur cette question en s'intéressant à des facteurs susceptibles de modifier de façon importante le jugement des soignants quant à la douleur de leurs patients, c'est-à-dire au repérage de biais de jugement puissants qui peuvent finalement éloigner le soignant d'une juste évaluation de la douleur d'autrui. Je vais vous passer en revue quelques-uns des plus importants de ces biais de jugement dont chacun de nous fait l'expérience quotidiennement. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir que ces biais de jugement sont universels, c'est-à-dire qu'on a beau travailler sur la douleur, on a beau même travailler sur la question de la douleur d'autrui, on a beau être conscient de l'existence de ces biais, ça n'empêche pas ces biais d'être opérants d'une façon tout à fait marquante dans notre activité quotidienne. Le pari, c'est que si on est conscient de ces biais de jugement, on est à même à ce moment-là de les moduler soi-même et de ne pas céder à la pente dangereuse de la sous-estimation et de la douleur des patients, parce que ce sont des biais extrêmement puissants. Donc l'idée, c'est pas d'essayer d'établir finalement des critères pour faire une leçon de morale de qui serait un bon soignant empathique et qui serait un mauvais soignant indifférent. L'idée, c'est de dire qu'il y a des biais de jugement qui s'imposent à nous tous et que ce qui différencie finalement la qualité de la prise en charge d'un patient douloureux, c'est la possibilité de prendre en compte, d'être conscient des biais auxquels on est soi-même soumis, quelles que soient nos intentions conscientes. Alors, premier biais qui a été repéré historiquement, c'est le biais ethnique. Et ce sont les Américains qui ont montré que les soignants blancs ont tendance à sous-estimer systématiquement la douleur des patients appartenant à une minorité ethnique, afro-américaine ou hispanique. Et ça, c'est quelque chose qui se voit de façon tout à fait courante. Et si on fait attention à ses propres réactions, en fait, on est aussi pris très puissamment par cette difficulté à s'identifier à l'autre dès lors qu'il est différent de nous. Et dès qu'il existe une barrière identificatoire qui finalement nous empêche de considérer l'autre comme un alter ego, immédiatement, la voie s'ouvre pour la sous-estimation de sa douleur. Deuxième biais de jugement très important, et je pense que c'est un de ceux qu'il faut vraiment garder en tête, parce qu'il est également extrêmement opérant au quotidien, c'est un biais lié à l'intensité de la douleur rapportée par le patient, et ce biais peut s'énoncer de la façon suivante, qui a une vraie dimension tragique: plus quelqu'un dit qu'il a mal, moins on le croit. D'accord ? C'est-à-dire que plus quelqu'un a une plainte intense ou manifeste de façon bruyante sa douleur, plus on a tendance à penser qu'il exagère et qu'en réalité, il surestime, il surjoue, voire même il simule la douleur. Ça a été montré à la fois dans des études cliniques et dans des études expérimentales, et c'est un biais donc très puissant. Troisième biais extrêmement fort dans la douleur chronique, c'est le fait que la cause de la douleur a été ou n'a pas été identifiée. Et là, il y a également des études expérimentales très judicieuses faites par deux psychiatres américains, Tate et Shibnall, qui ont très bien montré, à partir de vignettes cliniques soumises à des médecins internistes, que si on fait varier comme paramètre l'identification d'une cause ou la non-identification de la cause d'une douleur, eh bien, on peut faire varier considérablement le jugement de douleur du soignant quant à la douleur ressentie par le patient. D'accord ? Donc,
quand on est en terrain connu, qu'on sait la cause de la douleur, on a tendance à l'estimer beaucoup plus près de ce que le patient déclare que lorsque cette cause n'est pas identifiée. C'est-à-dire que devant le caractère complètement subjectif de la plainte douloureuse et son caractère invérifiable, beaucoup de soignants, à cause aussi de la tradition anatomoclinique dans laquelle nous avons été élevés, on pourrait dire, ont tendance à substituer à la parole du patient un pseudo-indice de vérité de sa plainte douloureuse, qui est l'identification d'une lésion organique, visible, ou en tout cas identifiable objectivement. C'est malheureusement ce dont souffrent considérablement nombre de patients douloureux chroniques, dont la cause ne peut pas être identifiée ni visualisée, les migraineux, les gens qui ont une névralgie cervico-bacale après un coup du lapin, les gens qui ont une colopathie de syndrome de côlon irritable, les patients atteints de fibromyalgie. La liste des maladies dans lesquelles on n'arrive pas à retrouver une corrélation anatomoclinique à la douleur est considérable. Et dès que les patients se trouvent dans cette catégorie, ils sont soumis au feu de la sous-estimation, de la disqualification ou du déni de leur plainte. L'expérience préalable de l'observateur joue également dans le jugement de la douleur d'autrui, et dans les études cliniques expérimentales qui ont été menées, ce qui apparaît, c'est en réalité, de façon un peu contre-intuitive, que plus un soignant est expérimenté, plus il a tendance à sous-estimer la douleur du patient, par un phénomène qui pourrait être lié à une désensibilisation, c'est-à-dire le fait d'être exposé à des degrés de douleur intenses, peut conduire à, finalement, une sous-estimation, une sorte de sous-calibration de la douleur d'autrui. Ça a été montré, par exemple, chez les infirmières dans un service de Grand Brûlé à Montréal. On a bien montré que ce sont les infirmières les plus expérimentées qui avaient tendance à le plus sous-estimer la douleur des patients Grand Brûlé. Enfin, je pense que c'est fondamental d'avoir ça en tête. Nous avons tendance aussi à sous-estimer la douleur des patients à cause du sentiment d'impuissance dans lequel nous sommes, un sentiment d'impuissance qui finalement déclenche comme première barrière défensive une sous-estimation de la douleur d'autrui pour alléger en gros la charge d'une plainte à laquelle nous n'arrivons pas à répondre. C'est particulièrement le cas dans les douleurs chroniques. Alors une fois qu'on a identifié des biais de jugement puissants, une autre façon de regarder le problème, c'est d'essayer de s'intéresser aux mécanismes neurophysiologiques qui sont mis en jeu lorsque nous sommes témoins, observateurs de la douleur d'autrui. Et à cela, on peut dire que les neurosciences sociales ont donné des éclairages intéressants ces dernières années en identifiant deux grands mécanismes de compréhension de l'état affectif d'autrui. Un premier mécanisme qu'on peut qualifier de résonance émotionnelle avec autrui, qu'en anglais on appelle le mirror matching, c'est-à-dire une sorte de résonance en miroir, par laquelle l'état émotionnel d'autrui nous contamine comme une sorte de phénomène de contagion émotionnelle, et qui du coup nous fait ressentir un affect directement au contact de l'affect d'autrui. Et puis deuxième grand mécanisme dont nous allons voir toute l'importance, et qui est véritablement l'enjeu fondamental du rapport avec un patient douloureux, c'est la capacité à pouvoir inférer l'état émotionnel d'autrui dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, les processus de mentalisation et la prise de perspective, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place d'autrui. En ce qui concerne la résonance émotionnelle, c'est un phénomène très automatique. Attention, le fait que ce phénomène soit très automatique ne veut pas dire qu'il se produit à tous les coups. Si nous étions systématiquement affectés par une émotion désagréable à la vue de la douleur d'autrui, il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui seraient strictement impossibles. Et tout particulièrement, la torture ne pourrait pas exister si on avait automatiquement des réponses émotionnelles aversives à la vue de la souffrance d'autrui. Ces réponses ont beau être automatiques, elles sont considérablement modulables, et voire même, elles peuvent aboutir, cette modulation peut aboutir à une véritable inversion de la relation avec celui qui souffre, avec éventuellement la transformation pour le bourreau de la douleur d'autrui, non pas en une source de souffrance, mais en une source de plaisir. Donc automatique, certes, mais considérablement inhibable chez l'humain. Ce phénomène est présent chez tous les mammifères. Il est présent chez l'homme dès la naissance. L'illustration la plus classique de cela, c'est le fait que dans une maternité, quand un nouveau-né se met à pleurer, tous les autres nouveau-nés se mettent à pleurer en chœur, dans une sorte de réaction de contagion émotionnelle. Au passage, une expérience intéressante qui consiste à enregistrer les pleurs d'un nouveau-né
et allait lui faire entendre, et qui montre que le nouveau-né ne pleure pas lorsqu'il entend ses propres pleurs. Il ne se met à pleurer que lorsqu'il entend les pleurs d'autres nouveau-nés. Donc il y a déjà une distinction soi-autrui très élémentaire qui est établie. Et autre élément très intéressant à cet égard, c'est que les nouveau-nés de mères déprimées, qui sont donc privés d'une interaction émotionnelle précoce avec leur mère, présentent dès la 3e semaine de vie un défaut massif de contagion émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils pleurent beaucoup moins à l'écoute des pleurs de leurs petits camarades de maternité, ce qui montre l'importance évidemment des échanges affectifs mère-enfant, en tout cas entre un adulte et un enfant, pour que les capacités de résonance émotionnelle puissent se mettre en place. Plus tard, évidemment, on peut voir ces carences d'empathie chez des sujets qui ont eux-mêmes été privés d'empathie. Le passé des psychopathes est malheureusement totalement exemplaire à cet égard. Alors, chez l'adulte, nous ne sommes pas soumis à ces phénomènes de résonance émotionnelle de façon aussi visible que les nouveau-nés dans la maternité, mais il n'empêche que nous avons aussi des réactions automatiques. Et la mieux étudiée d'entre elles, c'est nos expressions faciales. Lorsque nous voyons quelqu'un exprimer une émotion sur son visage, sans même nous en rendre compte, nous exprimons en partie la même émotion sur notre propre visage. Quand on fait des enregistrements électromyographiques des muscles du visage, on retrouve en fait des patterns d'activité musculaire chez l'observateur qui miment involontairement, automatiquement, l'émotion d'autrui. Une chose intéressante d'ailleurs, c'est qu'on n'a même pas besoin d'être conscient de l'émotion présente sur le visage de l'autre pour pouvoir l'exprimer sur notre propre visage. Si on vous présente des expressions émotionnelles de façon tellement brève que vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez vu, c'est-à-dire de façon subliminale, eh bien vous allez tout de même imiter l'émotion qu'on vous a montrée sans même savoir exactement de quelle nature elle est. Quand on regarde en imagerie cérébrale les aires cérébrales qui sont activées par la vue de la douleur d'autrui ou de l'émotion chez autrui, on retrouve une activation des régions qui donnent une valence émotionnelle à l'expérience sensorielle, c'est-à-dire les aires limbiques. Et donc on a bien un corrélat neurophysiologique, on pourrait dire, de l'émotion que nous ressentons face à l'émotion d'autrui. Alors cette résonance émotionnelle, on peut dire que puisqu'elle nous affecte directement, elle peut être une source de compréhension intuitive de l'état affectif d'autrui, qui peut donner lieu à des comportements consolateurs, mais elle n'est absolument pas en elle-même une garantie d'un comportement empathique. Pourquoi ? Parce qu'elle peut aussi bien donner lieu à un comportement consolateur qu'à la fuite, c'est-à-dire qu'une des façons de se soustraire à l'affect aversif déclenché par la souffrance d'autrui, c'est de la fuir tout simplement, et dans la pratique clinique, ça consiste essentiellement à rejeter le patient ou à sous-estimer ou à disqualifier sa douleur. Donc ces mécanismes de résonance sont automatiques, mais ils peuvent être puissamment inhibés, d'où la fréquence de la sous-estimation, de la disqualification et du déni de la douleur d'autrui. On comprend dès lors l'importance fondamentale, puisqu'on ne peut pas se baser en gros sur nos réactions émotionnelles viscérales, automatiques, pour garantir que nous allons être sensibles à la douleur d'autrui, et qu'on peut même dire que si ces réactions viscérales sont trop fortes, nous risquons au contraire de rejeter et de fuir celui qui a mal. On comprend dès lors l'importance fondamentale d'un mécanisme plus cognitif qui est les mécanismes d'inférence des émotions d'autrui, qui implique cette fois d'adopter la perspective de l'autre, mais tout en étant capable de faire la distinction entre soi et autrui. Dans la contagion émotionnelle, il y a une sorte de bain commun émotionnel, où nous sommes contaminés par l'émotion d'autrui, mais on ne sait plus du coup qui ressent quoi dans cette affaire, une sorte de mélange, où parfois d'ailleurs le soignant cherche à finalement faire taire sa propre souffrance face à la douleur d'autrui, au détriment de l'intérêt du patient. On voit ça par exemple dans des prises en charge antalgiques, où il y a une prescription, une sorte d'escalade dans la prescription d'antalgique, où en fait on s'aperçoit que c'est le soignant qui veut calmer sa propre angoisse, et que ça se fait parfois au détriment du patient. Donc là, le point fondamental, c'est d'opérer une distinction entre soi et autrui, et c'est ça qui peut donner lieu non pas seulement à des comportements consolateurs, mais beaucoup plus importants, à des comportements d'aide ciblés, c'est-à-dire qui adoptent la perspective non pas de nous soulager nous-mêmes, mais d'aller apporter ce dont le patient a le plus besoin. C'est pas la même chose. Et ça ne se voit pas chez tous les mammifères, ça ne se voit que dans certaines espèces, chez l'homme, mais malheureusement avec toutes les réserves dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la possibilité que ces mécanismes d'inférence soient totalement annihilés, et que du coup, il n'y ait plus du tout cette prise de conscience de ce dont l'autre a besoin, mais au contraire, une soumission du corps de l'autre à mes propres impératifs, de puissance, éventuellement de sadisme.
Et puis chez les hominidés, les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles et les bonobos qui ont ce privilège d'avoir cette capacité de représentation de l'état affectif d'autrui qui leur donne du coup la capacité d'avoir des comportements empathiques très ciblés avec leurs congénères, de même que les dauphins et de même que les éléphants. Ce sont les espèces qui ont des comportements empathiques vis-à-vis de leurs congénères qui sont particulièrement marqués. Et cette fois, ce ne sont pas les régions émotionnelles du cerveau qui sont impliquées. Quand on demande à quelqu'un d'inférer les émotions d'autrui ou d'inférer l'état affectif d'autrui, ce qui s'active sont les régions médianes de son cerveau et tout particulièrement cette région en avant qui est entourée d'un cercle blanc ici, le cortex préfrontal ventromédian. Région médiane très en avant du cerveau qui est la plus développée chez l'homme et chez les hominidés, qui c'est la région qui s'est développée de façon particulièrement importante dans les espèces qui sont capables en fait d'avoir des émotions sociales. Alors, dans ce contexte-là, finalement, il y a une situation clinique très rare qui m'a paru particulièrement intéressante à étudier pour essayer de réfléchir sur cette question de la perception de la douleur d'autrui. C'est celle des patients qui sont congénitalement insensibles à la douleur parce qu'il leur manque des fibres nerveuses ou des récepteurs dans leurs fibres nerveuses permettant de transmettre des influx douloureux. Donc ce sont des patients qui ne sentent pas la douleur, qui ne l'ont jamais sentie, et ce sur tout leur corps. Et donc la question que je me suis posée quand j'ai rencontré ces patients, c'est une situation clinique très rare, mais j'ai eu la chance en fait de rencontrer des patients comme ça grâce à Jean-Claude Villers qui, à la Pitié-Salpêtrière, étudiait les bases neurophysiologiques du réflexe nociceptif, un réflexe d'intégration au niveau de la moelle épinière de la douleur, et qui donc a étudié chez des patients insensibles congénitaux les modifications de ce réflexe. Du coup, j'ai eu accès à ces très rares patients, j'ai pu en trouver d'autres, et j'ai pu avoir finalement la possibilité de travailler avec une population de patients suffisante pour pouvoir faire une étude sur la façon dont ces patients perçoivent la douleur d'autrui, qui a été un travail de recherche passionnant sur quelques années. Et en quoi finalement cette question est pertinente au regard de ce que je viens de vous dire ? Eh bien parce que, évidemment, les patients qui sont insensibles à la douleur depuis leur naissance n'ont pas la possibilité d'entrer dans une résonance émotionnelle immédiate avec des gens qui souffrent, puisque eux-mêmes ne savent pas ce que c'est. Et donc ça veut dire que pour aborder la douleur d'autrui, ces patients congénitalement insensibles à la douleur n'ont qu'une seule voie à leur disponibilité, c'est la voie de l'inférence émotionnelle. D'accord ? Donc c'est une situation quasiment expérimentale. Et la question, c'est comment on se débrouille quand on n'a à sa disposition que la capacité d'inférer les émotions d'autrui, la douleur d'autrui, tout en étant soi-même complètement dépourvu d'une expérience personnelle de la douleur. Alors, pour étudier la façon dont les patients insensibles congénitaux à la douleur perçoivent la douleur d'autrui, il y a plusieurs méthodes. Et une méthode toute simple, ça a consisté à montrer des vidéos de gens qui se font mal, des gens qui tombent, qui se blessent, etc., avec une variété de types de traumatismes, une variété d'intensités douloureuses assez large, et de regarder dans le détail comment les patients insensibles congénitaux à la douleur évaluent la douleur d'autrui par rapport à des sujets témoins. Donc on montre des scènes filmées, et on demande ensuite au sujet de coter sur une échelle l'intensité douloureuse ressentie par l'autre. Donc voilà les sujets témoins en bleu. Comment se situent nos 12 patients insensibles congénitaux à la douleur ? Vous voyez que 5 d'entre eux sont dans une sous-estimation assez radicale de la douleur d'autrui, c'est-à-dire que leurs scores de douleur sont beaucoup plus faibles que ceux des sujets témoins, que 2 d'entre eux se situent plutôt dans la partie haute, voire même au-dessus de la limite supérieure, et que les autres se situent dans la moyenne. Alors quand on analyse statistiquement ces résultats, il ressort 2 choses. Première chose, c'est qu'en moyenne, les patients sensibles congénitaux à la douleur ont tendance à sous-estimer la douleur d'autrui dans ces scènes, à cause des 5 qui sous-estiment radicalement. Mais peut-être que l'information la plus importante, c'est pas celle-là. L'information la plus importante, quand on analyse statistiquement ces résultats, c'est que la variabilité de jugement des patients insensibles congénitaux est considérablement plus forte que celle des sujets témoins. Vous voyez qu'ils se dispersent beaucoup plus dans les extrêmes, ce qui montre qu'ils ont un défaut de calibration, en fait. Ils ne savent pas calibrer correctement la douleur d'autrui, ils partent très facilement dans les extrêmes. Alors ça a généré une question qui m'a paru vraiment très intéressante, qui est qu'est-ce qui fait qu'un patient insensible congénital à la douleur va sous-estimer radicalement la douleur d'autrui, tandis qu'un autre, qui est aussi insensible à la douleur que lui, va au contraire être capable de l'estimer correctement, et qu'un autre encore, toujours aussi insensible à la douleur, va lui avoir tendance plutôt à la surestimer.
D'accord ? Quel est le critère de jugement de la douleur d'autrui chez ces patients? Et l'hypothèse, c'était de savoir si finalement, puisque ces patients n'ont à leur disposition que des mécanismes d'inférence émotionnelle, qui sont finalement la base même de l'empathie, pouvoir se représenter l'émotion d'autrui, est-ce que leur capacité d'empathie ne joue pas un rôle important dans leur estimation de la douleur d'autrui? Donc pour ça, il a fallu mesurer les capacités d'empathie des patients sensibles congénités à la douleur et montrer d'abord que ces patients, dépourvus de sensations douloureuses depuis leur naissance, ne sont ni plus ni moins empathiques que la population témoin. Vous voyez que les scores d'empathie des patients insensibles congénitaux à la douleur sont superposables à ceux des sujets témoins. Vous voyez qu'ils sont très variables. Dans la population normale, il y a des gens très empathiques, il y a des gens très peu empathiques. Quand on étudie des échelles d'empathie, c'est étonnant de voir à quel point les gens sont différents les uns des autres en termes de capacité d'empathie. Alors, il y a plein de questionnaires, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps. Ce qui est intéressant, c'est que dans le questionnaire utilisé, il n'y a aucune référence à la sensibilité qu'on peut avoir, aux émotions qu'on peut avoir vis-à-vis de la douleur physique d'autrui. Ce sont des questionnaires qui ne testent que notre sensibilité à la souffrance en général, en mettant en scène les situations où les gens sont handicapés, en fauteuil roulant, etc., dans une situation de difficulté, de souffrance, vous voyez, mais pas avec la douleur physique. Donc, ça a vraiment à voir avec la capacité qu'on a de se représenter la souffrance d'autrui d'une façon beaucoup plus générale. Donc, ces patients insensibles congénitaux à la douleur ne sont ni plus ni moins empathiques que la population témoin. La question qui nous intéressait, c'est de savoir s'il existe une corrélation entre les scores de douleur établis par les patients et par les sujets témoins d'un côté et leur capacité d'empathie de l'autre. Alors, regardez ce qui se passe chez les sujets témoins. Vous voyez que si on étudie la corrélation entre le score d'empathie et l'évaluation de la douleur sur les vidéos qu'on a montrées à ces sujets, on obtient un nuage de points, autrement dit, aucune corrélation statistique entre l'estimation de la douleur d'autrui et les capacités d'empathie. Pour dire les choses sommairement, vous pouvez être un parfait salopard, ça ne vous empêche pas de savoir que quand on se coince le doigt dans une porte, ça fait très mal. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de bien pour le savoir, vous voyez ? Les sujets témoins ont une expérience, une connaissance finalement de la douleur qui leur permet d'inférer la douleur d'autrui sans avoir à finalement y être sensible. Au contraire, c'est ça que j'ai trouvé passionnant, les patients insensibles congénitaux à la douleur montrent une corrélation étroite entre leur capacité d'empathie d'un côté et leur estimation de la douleur d'autrui. Autrement dit, quand vous êtes insensible à la douleur et que vous ne savez pas ce que c'est, la seule chose qui vous permet d'évaluer la douleur d'autrui à sa juste mesure, c'est votre sensibilité à la souffrance humaine en général, autrement dit vos capacités d'empathie. Donc vous voyez que chez les patients sensibles congénitaux à la douleur, l'évaluation de la douleur d'autrui ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est quoi? C'est la capacité d'empathie. Donc on a bien ici une confirmation de ce modèle, du lien entre les mécanismes d'inférence émotionnelle et les capacités d'empathie du sujet. Inférer la douleur d'autrui, c'est ce que quelqu'un d'empathique est capable de faire, c'est-à-dire se mettre à la place, adopter la perspective de l'autre, indépendamment de sa propre expérience à lui. Donc chez les patients sensibles à la douleur, la perception de la douleur d'autrui ne peut se fonder sur les processus de résonance automatique, et dès lors, la perception de la douleur d'autrui repose essentiellement sur un processus d'inférence émotionnelle, et la reconnaissance de la douleur d'autrui ne peut avoir lieu que si le sujet est doté d'un minimum d'empathie. Autrement dit, les 5 sujets insensibles congénitaux qui avaient tendance à sous-estimer radicalement la douleur d'autrui, ce sont les 5 qui étaient les moins empathiques de tous, d'accord ? Sans être moins empathiques que les sujets témoins. Alors, pour avancer là-dessus, l'étude suivante, ça a été de regarder dans le cerveau des patients insensibles congénitaux à la douleur, quelle région cérébrale sous-tend cette stratégie qui consiste à imaginer la douleur d'autrui alors qu'eux-mêmes ne l'ont jamais éprouvée. Je passe vite pour ne pas perdre de temps et vous montrer que chez les sujets témoins, nous n'avons retrouvé aucune région du cerveau dont l'activité est corrélée à la capacité d'empathie du sujet lorsqu'on lui demande d'imaginer ce que l'autre ressent dans une situation douloureuse. Et qu'en revanche, quand on fait la même analyse statistique sur le cerveau des patients insensibles congénitaux, à qui on montre des photos de douleur et à qui on demande d'imaginer ce que l'autre ressent, une région et une seule région du cerveau ressort dont l'activité est strictement corrélée aux capacités d'empathie du sujet. Et comme par hasard, c'est la région du cortex préfrontal ventromédian dont on a vu tout à l'heure son rôle dans l'inférence des émotions d'autrui et dans les émotions sociales, puisque chez les patients cérébraux lésés, quand cette région-là du cerveau est détruite, les patients perdent toute compassion, toute honte, tout sentiment de culpabilité, c'est-à-dire toutes les émotions sociales sont abrasées.
Pour conclure, 2 questions et 3 citations. La première question, c'est: est-ce que les soignants ne sont pas des insensibles professionnels à la douleur d'autrui? Et plus généralement, est-ce que nous ne sommes pas tous des insensibles congénitaux à la douleur d'autrui? Pourquoi? On pourrait dire que cette population de patients insensibles congénitaux à la douleur sont des patients très rares. On pourrait se dire, mais en quoi est-ce que c'est pertinent finalement pour nous qui sommes dotés d'une expérience de la douleur et qui avons à évaluer la douleur d'autrui? Eh bien, ce que je pense, c'est que lorsque nous sommes confrontés à une douleur aiguë avec un patient qui crie, qui a une expression faciale de douleur manifeste, ou qui verbalise très clairement sa plainte, nous sommes finalement, grâce à nos mécanismes de résonance émotionnelle, nous avons un accès direct à l'expérience douloureuse d'autrui. En revanche, ce qui se passe le plus souvent, c'est que nous avons affaire à des patients douloureux chroniques qui ne sont pas en train de gémir, qui ne sont pas en train de se tordre de douleur, qui ne sont pas en train de montrer des blessures sanguignolantes, mais qui sont dans le repli, qui sont dans une plainte généralement usée par l'absence de reconnaissance de leur douleur. Et finalement, nous avons à faire face à ces patients le même travail que ce que les insensibles congénitaux ont à faire face aux vidéos qu'on leur présente. C'est-à-dire que la douleur, en réalité, telle qu'elle nous est présentée dans notre activité clinique, c'est une pure abstraction. Nous devons construire de toutes pièces une représentation de ce que le patient éprouve à partir de ce qu'il nous dit, et parfois du peu qu'il nous dit. Et ça, finalement, c'est ce que les patients insensibles congénitaux à la douleur ont à faire dans les expériences que nous leur avons fait passer. C'est-à-dire ce qu'ils ont à faire, comme disait une de ces patientes après avoir passé l'expérience d'IRM fonctionnelle. Elle m'a dit: vous m'avez demandé d'imaginer l'inimaginable. Et finalement, c'est ce que nous avons à faire. Nous sommes beaucoup plus proches des insensibles congénitaux à la douleur que nous ne le croyons, parce que la douleur à laquelle nous avons à faire face, c'est une douleur abstraite. Et donc, ce sont nos représentations que nous devons à ce moment-là solliciter pour pouvoir nous faire une idée de ce que l'autre éprouve et pour pouvoir échapper également au phénomène de déni et de sous-estimation de la douleur d'autrui, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, pour conclure, la perception de la douleur d'autrui, elle repose à la fois sur des phénomènes de résonance automatique soumise à de puissants effets de modulation et, chose fondamentale, à un mécanisme d'inférence émotionnelle qui est lié aux capacités d'empathie de l'observateur et aux possibilités de représentation de l'expérience d'autrui. Je crois que ce n'est pas possible d'éprouver de l'empathie pour quelqu'un qui souffre si on n'a pas un minimum de repères, de représentation de ce qu'il éprouve, parce que lorsqu'on est perdu, qu'on n'a plus de représentation de ce qui se passe, c'est la peur qui l'emporte, c'est les mécanismes de résonance émotionnelle et de contagion émotionnelle qui l'emportent, et du coup, c'est la porte ouverte au phénomène de rejet de la douleur d'autrui et du patient, puisque là, à ce moment-là, on jette le bébé avec l'eau du bain. Ce qui fait que finalement, confrontés à ces patients, nous sommes tout le temps pris dans une tension qui me paraît être finalement le cœur de l'intérêt de cette activité clinique, une tension entre la reconnaissance, la tendance à reconnaître la douleur d'autrui, qui est le fondement même de notre vocation de soignant, et je pense qu'il faut en être absolument conscient, notre tendance aussi au déni de la douleur d'autrui, parce que la confrontation violente avec la plainte douloureuse pousse naturellement à rejeter cette plainte. Et de la même façon que nous rejetons notre main, nous écartons notre main d'une source brûlante, nous avons aussi en nous, quelles que soient nos motivations et où que nous soyons dans notre position de soignant, tendance à fuir la douleur d'autrui et la douleur de nos patients. Je termine donc avec quelques citations qui m'ont paru particulièrement éclairantes pour illustrer ce sujet. La première vient de l'introduction du livre « The Body in Pain » de Helen Scarry. Et elle est très belle, très juste. Avoir une douleur forte, c'est être dans la certitude. Quand vous avez mal, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes sûr que vous avez mal. Vous ne remettez pas ça en question. En revanche, entendre quelqu'un dire qu'il a mal, c'est être dans le doute, en l'absence de critères objectifs de la douleur d'autrui. Le premier réflexe naturel face à quelqu'un qui se plaint d'une douleur, c'est de se demander si ce qu'il dit est vrai, et en particulier si le niveau de douleur qu'il avance correspond bien à ce qu'il ressent. Deuxième chose qui, à mon avis, devrait accompagner le serment d'Hippocrate quand un médecin soutient sa thèse de médecine, et je dirais même quand tout soignant arrive à la fin de son cursus, parce que finalement c'est une cause de iatrogénie considérable. Une part très importante de la souffrance des patients douloureux chroniques vient de la non-reconnaissance de leur douleur par les soignants, et tout particulièrement par les médecins. Et je pense qu'il faut donc garder ça en tête. La plus atroce offense que l'on puisse faire à un homme, c'est de nier qu'il souffre, c'est de Cesare Pavese.
dans le métier de vivre. C'est Annie Gauvin-Picard qui cite ça dans son livre remarquable sur la douleur de l'enfant. Et puis, à propos de cette question finalement de la capacité d'imaginer ce que l'autre éprouve sans avoir forcément soi-même l'expérience de cette émotion, je citerai ce propos de Robert Friedman, qui est un psychiatre américain, réagissant à cette tendance très forte aux États-Unis actuellement, dans le domaine de la psychothérapie, qu'ont les patients à exiger un psychothérapeute ayant eu la même expérience qu'eux, c'est-à-dire des patients noirs disent qu'ils veulent un psychothérapeute noir parce que sinon le psychothérapeute ne pourra pas comprendre ce qu'ils traversent. Des patients qui ont été abusés sexuellement dans l'enfance veulent avoir un thérapeute qui lui aussi a été abusé sexuellement dans l'enfance parce que sinon il ne pourra pas se représenter vraiment ce qu'ils sentent. Ce à quoi Friedman répond de façon, à mon avis, extrêmement juste, et c'est le cœur finalement aussi de notre fonction. Ce qui est fondamental pour comprendre les émotions de quelqu'un, les sentiments de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement d'avoir vécu la même expérience que lui, mais d'être capable d'imaginer ce que ce serait de l'éprouver. Je pense que c'est ce travail d'imagination qui nous est demandé au quotidien avec nos patients. Merci pour votre attention.